Europe 1. Il est 8h17, on va retrouver Patrick Cohen et son invité qui est député européen et coprésident du groupe ENL, l'Europe des Nations et des Libertés, au Parlement européen. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Je vous ai toujours entendu défendre la politique et les décisions de Donald Trump. Comment est-ce que vous regardez sa volte-face sur les familles séparées à la frontière mexicaine ? Il a cédé à la bien-pensance, il a eu un moment de faiblesse ? D'abord, en matière internationale, par exemple, on a souvent exprimé des désaccords avec Donald Trump sur la politique migratoire. On est favorable à la fermeté, c'est ce qu'il a fait depuis le début de son mandat. Là, je crois qu'il n'a pas changé de cap. Il a simplement voulu régler un problème qui est évidemment un problème épineux, humainement, qui est le problème de la séparation des parents et des enfants. C'est d'ailleurs ce problème est très antérieur aux États-Unis à l'élection de Donald Trump. Ça existait déjà avant. Non. Non, ça n'était pas pratiqué, non. Si, bien sûr que si. La seule chose, c'est que Donald Trump, lui, maintenant, fait preuve d'une grande fermeté en matière migratoire, qui n'était pas forcément la caractéristique de ses prédécesseurs. Mais vous savez, la séparation des parents et des enfants, c'est jamais souhaitable. Il faut, quand c'est une nécessité absolue, ça arrive en matière judiciaire. Quand quelqu'un est condamné à de la prison ferme et qui va derrière les barreaux, eh bien, il est séparé de ses enfants. Mais il faut évidemment que la période soit la plus courte possible, et l'un des moyens pour que la période soit courte, c'est évidemment que les expulsions soient rapides, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui en France et en Europe. C'est vrai que nous, dans les centres de rétention, on ne sépare pas, et c'est sans doute une bonne chose, les parents des enfants, mais ce qu'il faut... Parce que contrairement aux États-Unis, on ne considère pas les migrants comme des criminels. Oui, c'est ça le débat qui est la question qui est posée aux États-Unis. Oui, mais entrer ou se maintenir illégalement dans un pays, c'est un délit. C'est un délit aux États-Unis, et donc les personnes en question sont poursuivies judiciairement. Et aujourd'hui, en France, ça fait partie des éléments de laxisme qui caractérisent notre politique migratoire. C'est-à-dire qu'on ne considère plus comme un délit le fait d'entrer illégalement en France. On va revenir sur la situation migratoire en Europe et en France dans un instant, mais juste pour poursuivre une minute sur Trump, vous pensez que la France ou l'Europe devrait suivre l'exemple américain et imposer des taxes ou des surtaxes sur les importations ? Je crois que les États-Unis défendent leurs intérêts. Au lieu de porter un jugement moral en disant c'est bien ou c'est pas bien, on devrait prendre acte du fait qu'il y a une compétition internationale qui est forte et qu'on doit défendre nos intérêts. Donc ça veut dire en effet, sur certains produits provenant de certains pays, mettre en place des protections douanières, bien sûr. C'est ce que font d'ailleurs tous les pays du monde. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'Union européenne organise le libre-échange total, des traités de libre-échange avec la terre entière, qui a tué notre industrie et qui va tuer notre agriculture. Je pense aux traités avec le Canada ou avec les pays d'Amérique latine ou d'Océanie. Donc il faut en finir avec ce modèle-là de la concurrence déloyale et mettre en place les protections à chaque fois que c'est nécessaire. Voilà. Bon. Je crois que c'est aussi comme ça qu'on sera respecté par les autres grandes nations comme les États-Unis. Donc surtaxe, y compris sur des produits, quitte à entraver nos propres exportations, parce que ça ne va pas nous aider pour aller vendre des Airbus si on taxe... Et ça dépend sur quel produit provenant de quel pays. Il ne s'agit pas de mettre en place un protectionnisme aveugle. Vous remarquerez d'ailleurs que les États-Unis mettent en place sur l'acier et l'alu, essentiellement pour empêcher le dumping venant de Chine. C'est pas tellement les pays européens qui sont visés. Les volumes sont faibles. On en est indirectement les victimes, mais c'est évidemment d'abord à destination de la Chine. En Europe, donc, comment réduire la pression migratoire ? C'est la question qui est posée. Est-ce que ça peut passer par cette idée de centre de transit installé en dehors de l'Union européenne, Nicolas Bay ? C'est ce que nous avons toujours défendu. Il faut en finir avec la logique qui consiste à faire d'abord venir des étrangers, légalement ou clandestinement, pour ensuite, au cas par cas, traiter leurs demandes et en pratique, ne jamais les renvoyer dans leur pays, même quand ils ne sont pas éligibles au droit d'asile, ce qui est le cas de l'immense majorité d'entre eux. Aujourd'hui, on reste sur ce modèle-là. Emmanuel Macron reste sur ce modèle-là, fait la leçon à Matteo Salvini, qui lui fait preuve de fermeté. Or, la fermeté en matière migratoire, c'est ce qu'il y a de plus humain et ce qu'il y a de plus juste. Les situations inextricables, les situations juridiques compliquées, les situations inhumaines aussi, de parents séparés de leurs enfants, tout ça résulte du fait qu'on fait d'abord venir des étrangers dans nos pays et qu'ensuite, on a beaucoup de mal à traiter les cas individuellement. Donc, il faut traiter les cas et regarder les dossiers en dehors des frontières de l'Union européenne. Par ces centres de transit, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y était pas opposé. Il a dit ça aux côtés d'Angela Merkel. Il faut être capable de le mettre en œuvre. Et pourquoi ça ne serait pas possible ? Il y a une contradiction totale entre Emmanuel Macron qui nous dit oui, bien sûr, il faut accueillir l'Aquarius, et ensuite qui nous dit 2 jours après, il faudrait mettre en place des centres de transit. Oui, il faut mettre des centres de transit, ça nous coûterait beaucoup moins cher, parce qu'aujourd'hui, l'immigration, elle coûte un pognon de dingue, pour reprendre une expression à la mode. C'est-à-dire que l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros par an, l'immigration dans son ensemble, l'ensemble des aides sociales dont bénéficient, y compris les clandestins, c'est des milliards et des milliards d'euros par an.
milliards et des milliards. Si, c'est des milliards et des milliards. C'est vous qui le dites. Mais écoutez, toutes les études estiment entre 30 et 80 milliards d'euros par an le coût de l'immigration aussi. Non, mais ça c'est vos études, celles que vous citez tout le temps. Celles que vous citez tout le temps. Mais il faut sortir de ce modèle-là. L'Italie, la Hongrie, l'Autriche, le ministre de l'Intérieur allemand qui est en désaccord, semble-t-il, avec Angela Merkel, aujourd'hui défendent un autre modèle, le modèle de la fermeté. On protège les frontières extérieures de l'Europe, on rétablit des contrôles aux frontières nationales quand c'est nécessaire et on en finit avec cette logique de l'immigration clandestine qui arrive massivement chez nous. Et les passagers de l'Aquarius qui ont souhaité effectuer une demande d'asile en France, il ne faut pas les accueillir, Nicolas Bay? Je pense que l'immense majorité d'entre eux ne sont absolument pas éligibles au droit d'asile au sens strict. Leur dossier est examiné en ce moment en Valence. Des Algériens, des Marocains... non, ça, c'est pas éligible au droit d'asile. Voilà, mais c'est pas ceux-là qu'on va accueillir. En l'occurrence, on a beaucoup sur l'Aquarius. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on nous a beaucoup menti. C'est pas la majorité, c'est les Érythréens et Soudanais en majorité. Beaucoup ne fuient pas la guerre, beaucoup fuient des situations économiques difficiles. Ils ne sont pas éligibles au droit d'asile. Et on nous a beaucoup menti sur ces questions-là, puisque ça fait des années qu'on nous explique que les clandestins qui arrivent en Europe ne veulent pas venir en France. C'est faux. L'OFPRA reconnaît hier que plus de la moitié de ceux qui sont sur l'Aquarius veulent venir en France comme destination finale. C'est-à-dire qu'ils viennent évidemment par la route des Balkans, par l'Italie, par l'Espagne, bien sûr, mais leur objectif c'est de venir en France. Pourquoi? Parce qu'on a des aides sociales, un système social de manière générale qui est très avantageux et qui est un des plus avantageux non seulement d'Europe mais du monde. Matteo Salvini, vous l'avez cité, l'homme fort du gouvernement italien, chef de la Liga. Vous reconnaissez Rassemblement National dans son programme et dans son style? Oui, il a son style à lui, mais c'est un allié. Y compris quand il dit pour les migrants, la belle vie c'est fini, par exemple. Oui, je crois que c'est un signal fort. Vous savez, la politique c'est aussi des signaux. Quand Angela Merkel a fait venir 1 500 000 migrants, c'est un signal désastreux. Ça aboutit à pousser des centaines de milliers de personnes à engraisser les mafias et les passeurs, à venir en Europe et parfois à mourir en Méditerranée. Donc ça, c'est une attitude vraiment irresponsable. Entre 3 000 et 5 000 morts ces dernières années par an en Méditerranée, morts noyés. C'est la conséquence du laxisme migratoire. La belle vie, c'est compliqué de parler de la belle vie. C'est les inciter à venir qui aboutit à cette situation. La politique de fermeté représentée par Matteo Salvini qui dit ne venez pas, vous ne serez pas accueillis. Si vous venez illégalement, vous serez renvoyés. C'est le meilleur moyen d'éviter que les mafias gagnent beaucoup d'argent et fassent de la traite d'êtres humains. Et ça évite en effet les drames en Méditerranée. Et le recensement des Roms tel qu'il l'a annoncé ou préconisé? Écoutez, il a dit clairement qu'il y avait beaucoup de Roms étrangers, qui distinguaient d'ailleurs clairement les Roms étrangers des Roms italiens, et qui souhaitaient que les Roms qui ne sont pas de nationalité italienne quittent l'Italie. Tout ça, c'est des mesures. Les Italiens, malheureusement, ils ne pouvaient pas les expulser. Tout ça, c'est des mesures de bon sens qui visent à en finir, encore une fois, avec le laxisme qui a caractérisé les pays européens depuis des décennies sur la question migratoire. Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1, une question à vous poser. Oui, sur votre parti, le Rassemblement National. Hier, vous avez souhaité un bon anniversaire à Jean-Marie Le Pen? Écoutez, je lui ai envoyé un message personnel parce que... Et donc, comme tout le monde, en fait, sur Internet, hier, la plupart des cadres de votre parti lui ont souhaité un joyeux anniversaire. À commencer par le député Louis Alliot. Joyeux anniversaire Jean-Marie Le Pen qui a eu le courage de défendre contre vents et marées la France, ses valeurs, son histoire. Des centaines de militants l'ont retweeté. Marine Le Pen a été saluée dimanche à l'hôpital. On assiste donc à sa réhabilitation alors qu'il y a 3 mois, vous supprimiez sa présidence d'honneur? Non, c'est pas ça. Je crois qu'on peut avoir beaucoup d'estime, de respect pour Jean-Marie Le Pen, pour son parcours, et avoir aussi, ces dernières années, des divergences qui étaient telles qu'elles ont abouti, en effet, à ce qu'il ne fasse plus partie de notre mouvement. Mais là, on oublie ces dérapages, là? Non, il ne s'agit pas d'oublier quoi que ce soit. Il s'agit de remettre en perspective la vie d'un homme qui a été au service de la France. On peut être très respectueux de son parcours. Il a réussi à installer notre mouvement comme une force politique incontournable. Voilà, on ne peut pas lui enlever ça. Après, il y a eu des divergences. On a pris nos responsabilités. Marine Le Pen a pris ses responsabilités. C'est évidemment pas pour elle que c'était le plus confortable, parce qu'on est cohérent politiquement et qu'on veut rien faire qui puisse mettre à mal notre projet de redressement national et notre capacité à rassembler les Français. Mais voilà, je crois que souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un, c'est avant tout une démarche personnelle et pas une démarche politique. Nicolas Bay, il n'y a pas que Jean-Marie Le Pen qui a été dégradé. La dernière fois que je vous ai interrogé, que vous êtes venu ici, vous étiez vice-président du Front National. Vous avez été rétrogradé, vous avez disparu de l'organigramme. Non, rassurez-vous. Qui décide de cela? Non, aujourd'hui, les vice-présidents sont devenus membres du bureau exécutif. Voilà. Oui, donc c'est changement de dénomination. Il n'y a pas que le mouvement qui a changé de dénomination, mais je crois que ça ne change pas grand-chose. C'est Marine Le Pen qui vous a dégradé? Non, pas du tout. C'est une réorganisation de nos instances. Je crois que c'est... Non, rassurez-vous. Ça ne fonctionne pas comme chez Wauquiez, alors. Pas tout à fait. Non, pas du tout. Et vous serez
tête de liste aux prochaines européennes? Écoutez, travaillons sur le projet, le rassemblement, et viendra ensuite la question des candidatures. Pour laquelle vous vous préparez évidemment. Merci Nicolas Bay d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.